Comment s'entraîner en force et en hypertrophie? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les deux sujets, la force et l'hypertrophie. Tu vas découvrir quelles sont les différences à travers ces deux manières de s'entraîner, quels sont les paramètres physiologiques qui changent, et tu comprendras enfin pourquoi les plus gros bras de la salle ne sont pas capables de battre certaines personnes au bras de fer. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je suis persuadé que tu vas apprendre des choses sur la force ou sur l'hypertrophie. Allez, c'est parti, intro! Comprendre la force et l'hypertrophie, finalement, c'est pas très compliqué. Tu connais sans doute ce fameux jeu du tirage de corde. Deux équipes qui s'affrontent en tirant le plus fort possible sur une corde pour pouvoir faire avancer l'équipe adverse et lui faire perdre le jeu. Une fois que tu as cette image en tête, en réalité, tu vas avoir l'image de la contraction musculaire en tête. La contraction d'un muscle, c'est en fait des têtes de myosine qui sont ici nos joueurs qui tirent sur la corde, et cette fameuse corde, ce sont les filaments d'actine. Ces fameuses têtes de myosine basculent et tirent sur le filament d'actine comme nos fameux joueurs tirent sur cette corde. Et l'action se répète un nombre de fois incalculable dans un temps extrêmement court, ce qui donne la contraction musculaire. C'est exactement ce qui se passe quand je viens fléchir mon avant-bras sur le bras, quand je fais une flexion du coude, ces fameuses têtes de myosine basculent sur les filaments d'actine au sein de mon biceps. Alors plus les joueurs tireront en même temps, dans la même direction, et plus les joueurs seront nombreux à tirer, tu comprends bien que plus la force qu'on va mettre sur la corde sera grande. Donc la force d'un muscle, c'est la coordination entre ces fameuses têtes de myosine, c'est la synchronisation entre le cerveau et le muscle, et c'est le nombre de têtes de myosine. Quand tout est réuni, on est capable d'exprimer énormément de force. Pour l'anecdote, tu as sûrement vu ce fameux prank de Vladimir Shmodenko, où dans ses vidéos, il se fait passer pour un agent d'entretien qui nettoie autour de certains bodybuilders, autour de pratiquants de fitness, et avec un flegme incroyable et un jeu d'acteur relativement bien réussi, il peut soulever des barres parfois de 200 kg, alors que les plus gros bras de la salle ont du mal à le faire. Et ce qui est assez étonnant avec Anatoly, c'est que son physique n'est pas démesuré. Vous pouvez le voir à côté de certaines femmes ou de certains hommes dans les fitness ou dans des interviews, et il est relativement petit, il n'est pas énormément baraqué. Et donc on peut se poser la question, comment un gabarit comme ça est capable de développer autant de force et de porter aussi lourd ou de déplacer des charges aussi lourdes avec un physique finalement assez normal? La réponse est assez simple, c'est que Anatoly est un expert de la force athlétique. Alors force athlétique, powerlifting, ici c'est la même chose. C'est un sport dans lequel tu dois porter les charges les plus lourdes, donc ton fameux 1RM, sur 3 mouvements différents, le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Et à force de travailler de manière spécifique et de répéter ces mouvements maintes et maintes fois, le corps d'Anatoly s'est simplement adapté à la charge. Et pour gagner justement en force maximale, pour pouvoir porter de plus en plus lourd, son corps s'est adapté en créant de nouvelles fibres musculaires avec une meilleure synchronisation entre elles au sein du muscle, ce qu'on appelle l'intramusculaire, et entre les différents muscles, ce qu'on appelle l'intermusculaire. Alors bien sûr, ce type d'entraînement fait prendre à Anatoly un peu de volume musculaire, comme à tout pratiquant de fitness qui commence à porter des charges. Il suffit de voir ses premières vidéos en 2017 et de les comparer à aujourd'hui pour voir qu'il y a clairement une évolution dans son physique. Ça, on ne peut pas le nier. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il a un physique démesuré comme certains bodybuilders comme Morgan Ast ou Phil Heath par exemple. Alors bien sûr, sans parler des différents produits externes qui viennent aider un petit peu le métabolisme à prendre ce volume-là, on peut dire que Anatoly n'a pas pris de volume démesuré parce que son entraînement n'est pas orienté sur un développement de la masse musculaire. Le volume musculaire, l'hypertrophie musculaire, c'est autre chose. Ce ne sont pas des charges lourdes ou du 1RM. En tous les cas, c'est ce qui est dit dans le monde du fitness et il y a une espèce de consensus autour des coachs et des pratiquants de fitness à ce sujet-là.
Pour autant, si on regarde la science d'un côté et le terrain, pour ça, je vous renvoie à la méta-analyse de Schoenfeld de 2017, tellement liée à un gain hypertrophique. Paru dans The Journal of Strength and Conditioning Research, qui explique que cette hypertrophie musculaire peut être atteinte avec n'importe quel type de charge, mais que la force maximale, elle, ne s'atteint qu'avec des charges proches du 1RM, à minima 85%. Alors avant de revenir sur ce type d'entraînement et après avoir expliqué ce qu'était la force, attardons-nous un petit peu plus longtemps sur l'hypertrophie musculaire. Pour comprendre cette hypertrophie, revenons sur l'exemple du tirage de corde. Le fonctionnement est toujours le même, j'ai des joueurs qui tirent sur la corde, j'ai donc mes têtes de myosine qui basculent sur mon filament d'actine. Mais ici, les joueurs, ils ne sont pas plus nombreux, c'est comme s'ils étaient entourés par une bulle d'eau. Au final, c'est comme s'ils étaient plus volumineux. Dans un muscle hypertrophié, les fibres musculaires sont entourées d'un plus grand volume d'eau. Et cette réaction physiologique s'appelle l'hypertrophie sarcoplasmique. Ce sarcoplasme étant simplement le liquide dans lequel les fibres musculaires baignent. Mais il existe un autre type d'entraînement musculaire en hypertrophie, c'est l'hypertrophie myofibrillaire. Et comme son nom l'indique, cette fois-ci on ne va plus jouer sur le sarcoplasme, mais plutôt sur ces fameux myofibrilles. Tu te rappelles que je t'ai parlé de ces fameux têtes de myosine qui basculent sur les filaments d'actine. Eh bien ensemble, la myosine et l'actine forment des sarcomères. Ces sarcomères ensemble, eux, forment des myofibrilles. Les myofibrilles ensemble donnent des fibres musculaires. Les fibres musculaires donnent des faisceaux musculaires. Et les différents faisceaux musculaires ensemble donnent un muscle. On part donc du plus petit, actine-myosine, et on va vers le plus grand, le muscle. Et cette hypertrophie myofibrillaire joue justement sur la grosseur des fibres musculaires à partir des sarcomères. Alors anatomiquement, ces sarcomères peuvent se suivre, c'est ce qu'on appelle des sarcomères en série, ou ils peuvent être l'un à côté de l'autre, c'est ce qu'on appelle des sarcomères en parallèle. Alors pour cette fameuse hypertrophie myofibrillaire, la science, elle n'est pas tout à fait d'accord sur la cause exacte de cette hypertrophie. Si je reprends les sarcomères en série, il semblerait que cette hypertrophie myofibrillaire viendrait d'un ajout d'un sarcomère, mais on ne sait pas trop où sur la série. Parfois ça peut être à la fin, parfois ça peut être au milieu. Là-dessus, la science, elle ne sait pas trop. Et pour les fameux sarcomères en parallèle, la science ne sait pas dire aujourd'hui si on ajoute des sarcomères l'un à côté de l'autre ou si certains sarcomères se scindent en deux pour créer des nouvelles myofibrilles. Mais dans tous les cas, mécaniquement, cette hypertrophie musculaire est une reconstruction des fibres musculaires suite à un entraînement avec charge qui a détérioré ces fameuses fibres musculaires. Reconstruire avec plus de fibres musculaires pour encaisser la charge plus facilement la prochaine fois. Nassim Nicolas Taleb explique extrêmement bien ce phénomène qu'il a appelé l'antifragilité. Plus on soumet un système à des variables, plus celui-ci va s'adapter et devenir plus résistant, plus fort. Maintenant qu'on a défini les deux types d'entraînement, force et hypertrophie, concrètement, quel entraînement on peut utiliser? Finalement, quel poids va avoir quel effet sur mon entraînement? Alors, si on reprend la croyance populaire, plus c'est proche du RM, plus on va vers de la force maximale, plus on va vers des charges modérées, entre 50 et 70% du RM, plus on va aller vers de l'hypertrophie musculaire. Ça, c'est ce que dit la croyance populaire. Maintenant, qu'est-ce que dit la science? Eh bien, elle explique que pour de la force maximale, c'est tout à fait juste, on doit se rapprocher du 1RM. Mais pour l'hypertrophie, eh bien, il s'avère qu'on pourrait prendre n'importe quel type de charge pour arriver à ce phénomène hypertrophique. Et bien sûr, là, il y a quand même quelque chose de dérangeant. C'est qu'on oublie de prendre énormément d'autres facteurs en compte pour dire si on peut prendre de la charge lourde ou pas. Parler de charge lourde sans parler du nombre de séries, de répétitions, du temps de repos, qualité d'exécution, l'ordre des exercices, le niveau de la personne, l'expérience, bref, il y en a encore plein d'autres, ça ne sert pas à grand chose. Et un des paramètres notamment qui est extrêmement important dans ce que je viens de te citer, c'est l'expérience, le niveau de la personne. Parce que très souvent, c'est lui qui est responsable de la blessure. Et pour le comprendre, je ne pense pas que tu aies vraiment besoin d'un dessin. Si tu observes la réalité du débutant, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'expérience, donc il n'y a pas de technique, ou pas de bonne technique. Le système nerveux n'est pas prêt. Le système tissulaire n'est pas prêt à encaisser de telles charges et de telles répétitions. Donc bref, c'est un débutant quoi. Donc pour sa réalité à lui, bien sûr qu'on oublie les charges lourdes.
Il contrôle déjà pas la moitié des autres paramètres. Donc à ce moment-là, la charge lourde, que ça vienne de la science ou que ça vienne du terrain, on n'en parle même pas, elle n'a pas lieu d'être. On privilégie des charges légères à moyennes pour 1. Contrôler le mouvement, 2. Apprendre la technique sans jamais aller chercher ce fameux échec musculaire pour l'instant. L'expérimenter maintenant, celui qui contrôle, celui qui a l'habitude de venir à la salle de fitness depuis quelques années, bah lui c'est un autre débat. Les charges lourdes peuvent être utilisées pour débloquer des fameux seuils dans lesquels il est bloqué depuis un certain temps. Et les charges moyennes peuvent être utilisées pour aller chercher l'échec musculaire, idéalement sur des fins de série ou même des fins de séance, et potentiellement sur des mouvements à isolation musculaire. Quand on dit ça, ça paraît logique. Et pour autant, combien de fois on ne voit pas dans les fitness des débutants qui débarquent, prendre des charges beaucoup trop lourdes pour eux et massacrer les mouvements. Et massacrer leur corps également. Comme dirait Jemo, on utilise l'élan et pas le contrôle. Prendre trop lourd, c'est appliquer beaucoup trop de tension dans l'articulation, beaucoup trop de tension dans le tendon, et non pas dans le cœur du muscle, les fameux sarcomères. Et puisque la science nous explique qu'on est capable de prendre du volume musculaire, de l'hypertrophie musculaire avec des charges légères à moyennes, eh ben utilisons-les pour protéger nos articulations. Maintenant, je le répète, si l'objectif c'est de prendre en force maximale, alors là la question se pose pas. Oui, bien sûr, on est obligé de se rapprocher du 1RM, on est obligé d'aller chercher des charges entre 85, 90, 95, 100% du 1RM. En gardant bien sûr technique et contrôle, ça me paraît évident. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que chaque personne a sa propre réalité. Et cette réalité est déterminée par votre expérience, donc votre passé, vos émotions. Et c'est ce qui va façonner vos choix d'entraînement. Je vous renvoie à cette vidéo qui vous explique que, en tant que coach, en tant que praticien, il est extrêmement important de garder à l'esprit cette différence de réalité. Maintenant, pour conclure, eh bien oui, la force maximale se travaille proche du 1RM. L'hypertrophie musculaire peut se travailler avec des charges légères, moyennes et pourquoi pas lourdes si vous avez de l'expérience et de la technique. Mais pensez long terme, pensez à protéger vos articulations et ne pas porter trop lourd si votre objectif, c'est prendre du volume musculaire, de l'hypertrophie. Et si vous voulez que je vous donne certains exercices, certains types d'entraînement entre cette fameuse hypertrophie sarcoplasmique et hypertrophie myofibrillaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que pour toi, c'était un bref rappel entre la force et l'hypertrophie, ou peut-être que tu as appris certaines choses. Mais dans tous les cas, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ça, n'hésite pas de commenter force en commentaire et de me donner ton type d'entraînement que tu préfères. Est-ce que c'est plutôt vers la force ou est-ce que c'est plutôt vers l'hypertrophie? N'oublie pas que tous les dimanches, une nouvelle vidéo sort dans le domaine du sport, que ce soit pour les coachs ou les pratiquants. Je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!